Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et c'est un point de rendez-vous régulier avec le président fondateur d'Obafrica Asset Management pour parler des marchés boursiers africains. Wissem Barbouchi est à mes côtés ce soir. Bonsoir Wissem. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là et de venir partager votre expertise sur ces marchés boursiers africains. Toujours compliqué de regarder ces marchés boursiers de manière globale parce que l'Afrique effectivement est un territoire vaste avec différents enjeux, différentes zones économiques, bien sûr. Mais s'il faut résumer 2023 sur le plan boursier pour l'Afrique, Wissem, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors effectivement, c'est toujours difficile de résumer en quelques mots un continent aussi vaste et aussi hétérogène que le continent africain. Disons que déjà sur le plan économique, l'Afrique a connu une année de croissance. Alors c'est toujours une année de croissance disparate, puisque si on prend la croissance moyenne, alors selon le FMI, elle tourne entre 3 et 3,5%, avec des pays comme toujours la Côte d'Ivoire et le Sénégal à plus de 6%, et puis d'autres pays plus matures comme le Maroc ou l'Afrique du Sud qui vont tourner à 1 ou 2%. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 2023, ça a été une année comme dans la plupart des pays dans le monde où la croissance de l'économie mondiale en tout cas le ralentissement de la croissance de l'économie mondiale a pesé sur les croissances des économies africaines. Donc ça, c'est un élément important puisque on a revu à la baisse au moins 2 ou 3 fois les taux de croissance du continent africain. L'autre élément important, c'est que on est face aussi à beaucoup d'inflation. Donc on a des taux d'inflation qui restent élevés dans la plupart des économies africaines et face à ça, des banques centrales qui ont dû plusieurs fois augmenter les taux pour essayer de contenir cette inflation. Et puis élément qu'on connaît mais qui a été moins important en 2023, c'est celui des taux de change, avec des pressions disparates sur les monnaies, des monnaies qui ont bien tenu, qui historiquement tiennent bien, je pense notamment au dirham ou la roupie mauricienne, et puis des monnaies qui ont un peu moins bien tenu, je pense notamment au Naira qui a fortement dévalué en début d'année. Bon. Ce jeu des devises sur le continent africain, c'est un impondérable quand on est investisseur, j'imagine, sur ces marchés-là. Comment est-ce que la situation macroéconomique que vous avez décrite, Wissem, comment est-ce qu'elle s'est traduite sur le plan boursier pour les marchés africains ? Oui, alors c'est vrai que c'était en plus votre première question. Les deux vont ensemble. J'ai fait une digression. Mais disons que sur le plan boursier, c'est une année relativement positive pour les bourses africaines. On va dire que sur la quinzaine de bourses que nous suivons, il y en a 3 qui sont en territoire négatif et toutes les autres sont en territoire positif, avec certaines qui affichent des performances extraordinaires. Je pense notamment à la bourse égyptienne qui a plus de 70% en devise locale, la bourse nigériane qui a environ 50% en devise locale, ou celle du Ghana qui est autour de 30%. Et puis d'autres bourses comme le Maroc notamment, ou la Tunisie qui tourne autour de 10% en devise locale. Quelles sont les perspectives qu'on peut avoir, en tout cas, quels sont les éléments de réflexion, d'analyse qui nourrissent justement les perspectives 2024 aujourd'hui, Wissem ? Alors, 2024, ça va être une année importante sur le plan géopolitique, puisqu'on a sur le continent africain 9 pays qui vont faire face à des élections présidentielles. C'est l'ensemble du monde qui vote cette année, et en Afrique, ce sont 9 pays qui sont appelés aux urnes pour cette année. Exactement, et pas que les Russes et les Iraniens qui votent. Il y a aussi les 60% du PIB mondial. Exactement, voilà. Donc plusieurs pays vont faire face à des élections en Afrique, même si, alors c'est vrai qu'en 2023, on a vu passer les élections du Nigeria et celles de l'Égypte, qui se sont relativement bien passées. Nous, en 2024, on va surveiller celle du Sénégal et de la Tunisie qui pourraient avoir un impact sur notre gestion. Donc, un élément important, celui de la géopolitique qu'on va surveiller, qu'on continue de surveiller, qu'on a toujours surveillé sur le continent africain. 2024, on attend toujours de la croissance. Le FMI attend un taux de croissance compris entre 3,5 et 4%, avec toujours des disparités selon les pays, et toujours des économies matures qui vont tourner autour de 2-3%, et puis d'autres à plus de 5%. Je pense encore une fois au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, dans 2 pays dans lesquels nous sommes investis. Et puis une année aussi où je pense il va falloir peut-être prendre un petit peu plus de risques de notre côté, puisque on espère un petit peu comme dans toutes les autres places boursières que les banques centrales vont baisser les taux, en voyant un petit peu les taux d'inflation se stabiliser ou baisser. Et donc ça va nous donner à nous des opportunités, d'une part pour revoir un petit peu nos modèles d'évaluation, et donc peut-être avoir un peu plus d'upside sur les sociétés qui nous intéressent. Et puis d'autre part aussi avoir la possibilité d'investir un peu plus dans des entreprises qui ont des bilans endettés, parce que historiquement, on a plutôt acheté des entreprises qui étaient des entreprises avec des bilans de qualité, avec un leverage relativement faible. Et donc la baisse des taux pourrait être un élément positif pour qu'on puisse s'intéresser de nouveau à cette catégorie de sociétés. Ouais.
une forme de soulagement attendu de ce point de vue-là pour un certain nombre de secteurs d'activité, d'entreprises aussi, qui étaient sous pression du fait des taux et de l'inflation jusqu'à présent. Exactement. Et puis c'est vrai que sur ce sujet des taux, on va voir, alors là, la Banque centrale égyptienne, par exemple, va se réunir ce jeudi. Il y a un vrai sujet aussi pour que les taux réels en tout cas restent sur un territoire positif, un sujet qu'on observe pas que sur le continent africain, mais qu'on observe un peu sur toutes les bourses qui aujourd'hui, sur tous les marchés qui font face à des taux d'inflation élevés. Oui. Dans les émergents, on sait ce que c'est que l'inflation. Nous, dans les pays développés, on avait oublié ce que c'était que l'inflation, et donc effectivement, c'est très intéressant, je trouve, dans ce contexte inflationniste dans les économies développées, de suivre comment les émergents, eux, traitent cette question de l'inflation. Une fois qu'on a dit ça, un mot quand même du portefeuille. Donc c'est Africa Picking Fund. Ouais. Comment ça s'est passé pour votre portefeuille, la stratégie en 2023? Oui, alors même HMG, Africa Picking Fund, parce que vous savez que le fonds est désormais dans le giron de HMG. Hein, donc c'est un fonds qui est géré par HMG depuis mai dernier, depuis mai 2023, donc bientôt un an chez HMG. Et c'est vrai que l'année 2023 a été une année de changement pour le fonds, mais aussi une année exceptionnelle en termes de performance. Donc on est très content de voir que l'année 2023 a terminé à plus 36,7% en euros. Alors on avait jamais vu ça depuis le lancement du fonds en 2014. Et c'est vrai que cette performance, elle a été soutenue par plusieurs éléments. D'une part, notre exposition au marché égyptien. Alors c'est vrai qu'en début 2023, on avait souffert de la dévaluation de la livre égyptienne, mais cette dévaluation a largement été compensée par les performances opérationnelles des entreprises dans lesquelles on a été investi. Je pense notamment au secteur de la consommation, qui est un secteur qui nous intéresse toujours, à des sociétés comme Cairo Poultry, dont j'ai déjà parlé ici, ou MM Group, dont j'ai également déjà parlé ici, qui ont très très bien performé. Je pense également aussi à une société portugaise dont j'ai déjà parlé ici, qui s'appelle Mota-Engil, donc le cours de bourse a plus que triplé en 2023, et donc qui a aussi beaucoup soutenu. On est dans le BTP, c'est ça? Exactement, dans le BTP, qui historiquement était présente en Angola et en Mozambique, et qui de plus en plus présente en Afrique subsaharienne, notamment au Nigeria. Et donc c'est une société qui a également beaucoup soutenu la performance du portefeuille. Et puis plus marginalement, des sociétés au Maroc, comme Risma dans le secteur de l'hôtellerie, Marsa Maroc, société portuaire, ou dans la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, avec des entreprises comme la Sonatel, qu'on possède dans le fonds depuis de nombreuses années, qui a également bien soutenu la performance du portefeuille. Vous disiez tout à l'heure, avec le changement peut-être du réglage des politiques monétaires dans certains pays, avec une inflation qui pourrait commencer à s'atténuer un petit peu, on va peut-être réfléchir à prendre plus de risques. Oui. Comment vous dessinez la stratégie 2024, effectivement, aujourd'hui? Quels vont être les contours de cette stratégie et là où les lignes directrices, effectivement, auxquelles vous vous tenez aujourd'hui? Alors, disons qu'il y a une ligne directrice qui ne change pas, c'est celle du début, on va dire. C'est-à-dire qu'on s'intéresse toujours aux entreprises du secteur de la consommation majoritairement, parce que l'idée, c'est de bénéficier de l'émergence de la classe moyenne africaine et donc de bénéficier localement de cette classe moyenne. Donc, il y a certains secteurs qui, historiquement, ne sont pas dans le portefeuille et qui n'ont pas vocation à l'être. Je pense notamment au secteur minier, qui est plutôt un proxy de la croissance chinoise que de la croissance locale africaine. On va également toujours avoir plutôt une démarche small mid cap. Alors c'est vrai que le small mid cap en Afrique, c'est pas la même chose que le small mid cap en Europe, mais disons qu'on va continuer de regarder des entreprises qui ont des capitalisations boursières comprises entre 100 millions et 500 millions de dollars, avec des équipes dirigeantes de qualité, des positions concurrentielles intéressantes et une capacité à créer de la valeur sur le long terme. Et pour nous, créer de la valeur sur le long terme, c'est être en mesure de générer un retour sur capital employé supérieur au coût moyen pondéré du capital. Donc un indicateur qu'on regarde très régulièrement. Voilà, le ROCE, exactement. Et donc, en Afrique, malgré les taux qui sont très élevés, on a quand même des entreprises qui sont capables de créer de la valeur compte tenu de leur performance opérationnelle et des niveaux de croissance de leurs résultats. Et puis ensuite, dans la stratégie, c'est vrai que sur le plan sectoriel, on va continuer de s'intéresser au secteur que nous apprécions en Afrique. Alors, on aime bien la consommation, mais on aime bien aussi la santé, on aime bien aussi l'éducation, on aime bien aussi le BTP. Donc, essayer de composer avec tous ces secteurs, avec une diversification géographique qui va rester. Et c'est vrai que ces dernières années, on a concentré le portefeuille. C'est un portefeuille qui contient aujourd'hui 20 sociétés. Il va rester concentré, ce portefeuille. L'objectif, c'est de ne pas aller au-delà de 25. Mais c'est vrai qu'on pourrait aller regarder des marchés comme l'île Maurice, qui est un marché qui, historiquement, n'a pas fait partie de votre univers, de l'univers d'investissement. Et puis peut-être, à terme, revenir aussi sur le Nigeria, un marché qui nous a coûté très cher historiquement, mais qui est en train d'évoluer dans le bon sens, avec un nouveau président qui a mis en place des réformes qui laissent augurer, a priori, de
choses positives, notamment la libéralisation du NERA et la fin des subventions dans les hydrocarbures. Quel a été le problème du Nigeria jusqu'à présent? Pourquoi est-ce que ça a été une source de contre-performance? Wissem, parce qu'on parle du Nigeria comme étant quand même une espèce de paquebot avec une population, une démographie très dynamique, très puissante. Il y a des avantages et des inconvénients à tout ça, j'imagine, mais pourquoi ça a été un détracteur? C'est vrai que le Nigeria, c'est aujourd'hui la première puissance économique africaine, première démographie africaine, et c'est vrai que pour l'investisseur qui s'intéresse à l'Afrique, si vous lui donnez un bout de papier et une page blanche, il va se dire c'est impossible d'investir en Afrique si on n'est pas investi au Nigeria. Malheureusement, quand on regarde dans le rétroviseur, on voit que d'une part, sur le plan politique, ça a été très compliqué. La gestion des affaires publiques au Nigeria est un sujet très compliqué, avec toujours des affaires de corruption qui gangrènent beaucoup d'entreprises qui peuvent nous intéresser, alors aussi bien côté que non côté. On a eu un énorme sujet aussi sur le NERA, qui est une devise qui a historiquement beaucoup souffert par rapport aux autres devises internationales et qui donc à un moment donné se retrouvait avec un taux de change officiel et un taux de change parallèle qui affichait un spread énorme, plus de 60% à un moment donné. Donc la libéralisation de début d'année a permis de réduire ce gap et de faire en sorte que les devises reviennent et que les investisseurs étrangers se réintéressent au marché nigérian. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on a vu des entreprises qui sur le plan opérationnel n'étaient pas toujours à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, mais on sent que la dynamique est en train d'évoluer et encore une fois plutôt dans le bon sens. Donc un marché qu'on va surveiller, même si quand on regarde dans le rétroviseur, c'est vrai qu'on a envie de se dire il faut faire attention. Donc avec prudence, le Nigeria. C'est oui, c'est tout le paradoxe. C'est comme vous dites, à la fois c'est le plus gros pourvoyeur de croissance et de démographie aujourd'hui en Afrique, et en même temps il y a encore ces sujets-là qui font que le standard d'investissement est peut-être pas encore atteint parfaitement pour des investisseurs comme vous aujourd'hui. Merci beaucoup Wissem. Merci d'être venu nous éclairer rapidement, brièvement sur ce territoire, ce continent africain, sur le plan économique et sur le plan boursier surtout, puisque vous êtes le président fondateur d'Obafrica Asset Management et ce fonds Africa Picking Fund qui est opéré aujourd'hui par HMG Finance. Wissem Barbouchi était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.